Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro du podcast, c'est le retour du format invité. Je reçois Delphine Delosier, qui est accompagnatrice VAE, essentiellement dans le domaine éducatif et social, occasionnellement pour le titre pro de CIP et le diplôme d'État TISF. Elle est également membre du jury pour les diplômes éducatifs. Depuis janvier 2023, elle est 100% accompagnatrice VAE, mais son expérience précédente est riche. Elle a exercé pendant 30 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Elle s'est également investie dans la formation d'éducateurs spécialisés et c'est à cette occasion qu'elle a découvert la VAE. Avec elle, on va parler de ce moment où le candidat décroche un peu et de comment, côté accompagnateur, on peut raviver la flamme. On évoquera aussi les petites particularités de sa manière d'accompagner, parce que chaque accompagnateur a sa touche personnelle. Bonne écoute! Pour commencer, dans le rôle d'accompagnateur, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Alors, ce à quoi je veille, c'est la posture qui va être la mienne dans cette façon d'accueillir l'autre. D'accord. Euh, C'est-à-dire que dans la façon dont je reçois, on pourrait parler d'accueil inconditionnel, hein, comme ça, s'il y en Mhm. a qui sont sur le domaine du social et du médico-social, ça va leur parler. C'est-à-dire que je reçois un professionnel qui a des compétences, qui a des connaissances professionnelles et qui a construit tout au long de son parcours, qui a bâti une expérience qui a toute sa valeur. Et la première des postures qui est la mienne, c'est de recevoir ça en me décalant complètement de ce qui est ma spécialité initiale et de ce que pourraient être mes marottes ou mes sujets de prédilection. Oui. Donc, c'est recevoir ça sans préjuger de quoi que ce soit. Oui. Voilà, moi je fais connaissance avec un candidat qui a très envie d'aller sur la VAE et je vais l'accueillir avec là où il en est de son cheminement. Un petit peu comme si voilà, lui, il passe avec le train de sa vie professionnelle. À un moment, il s'arrête à une gare et moi je monte dedans. Et je ne cherche pas à le faire monter dans mon train à moi. Ça, il m'appartient. Mais là, donc, je monte dans le wagon que le candidat me propose, ce qui me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire que je vais d'abord aller dans son monde à lui pour petit à petit l'amener à venir dans ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire le monde de la VAE avec toutes ses spécificités, ses codes et les attentes qu'il peut y avoir par rapport au livret. Donc je dirais que la première des choses qui me paraît essentielle, c'est recevoir l'autre et l'accueillir avec tout ce qu'on met dans le mot accueil, hein, bah, voilà, pas de présupposés, pas de jugement ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous diriez que votre propre parcours influence votre façon d'accompagner? Indéniablement, je fais toujours des parallèles entre la posture qui est la mienne, donc celle de l'accueil dont je viens de vous Mhm. parler, et, et de ce qu'est le processus d'accompagnement, hein, d'être à côté, d'être un peu devant, d'être un peu derrière, d'être un petit peu en dessous, là, voilà, une espèce de truc un peu multiforme, avec ce qu'était mon travail d'éducatrice, d'accompagner les personnes. Oui. L'objectif n'est pas le même, mais je pense qu'en termes de posture, en fait, voilà, j'ai transféré des compétences que j'ai pu construire avec le temps, il me semble, dans cette posture d'accompagnement qui demande aussi des capacités d'écoute, d'observation, de pouvoir, certes, entendre et écouter l'explicite, mais aussi aller cerner ou tenter de cerner l'implicite. Donc, je pense qu'effectivement, les compétences acquises par le passé me sont d'une plus grande utilité. D'accord. Et si vous aviez face à vous quelqu'un qui se lance dans l'accompagnement à la VAE, quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Prenez votre temps. Mmh.
mûrissez votre projet. Oui. Je, en étant donc sur la démarche de VAE de la première étape jusqu'à la préparation pour l'oral, donc sur un parcours VAE intégral, je suis amenée à rencontrer voilà, des candidats qui arrivent ou qui se lancent dans la VAE avec une authenticité, une motivation, une envie, ça déborde. Oh, j'ai très envie, etc., etc. Je vois souvent que derrière cette envie-là, il n'y a pas toujours eu le temps de penser pourquoi cette démarche, c'est-à-dire quel sens elle va prendre dans le parcours. Si je reprends la petite métaphore du train là, et puis du parcours de vie professionnelle, souvent, il peut manquer ce petit truc en plus. Alors, ce ne serait pas pour me justifier à moi en tant qu'accompagnatrice la légitimité à demander la VAE, ça là-dessus, moi, je n'ai pas à discuter, mais un projet mûri, pensé, où on a pris le temps aussi d'y mettre un sens qui va au-delà de simplement obtenir un DE ou un diplôme, une certification, retrouver une certaine ou trouver une certaine légitimité. On trouve toujours un petit peu ça derrière la motivation. Moi, j'aime aller interroger chez les candidats, mais qu'est-ce qui vous a fait aller sur ce débat-là? Ça a été quoi le déclic? C'est quoi l'envie? Avec la, la possibilité pour le candidat de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir en dire quelque chose, hein. Mais j'essaie toujours de regarder si au-delà de la demande, voilà ce que j'appelle l'explicite, s'il y a quelque chose d'autre derrière, je reste persuadée, et plus mon expérience se confirme, et plus je le pense, que ça va impacter très largement la motivation et l'engagement du candidat sur ce parcours qui est long, qui vient secouer. Mm. Pour habitude de comparer l'entrée en VAE à la traversée des sables mouvants pour le Mont-Saint-Michel. D'accord. J'utilise beaucoup de métaphores dans mes Mhm. accompagnements. Et alors justement, enfin, comme vous me tendez la perche, je la saisis. Quand vous sentez que un candidat est dans une étape du parcours où la motivation commence à flancher, que ça devient compliqué pour lui, alors avant peut-être de dire ce que vous faites, est-ce que vous le sentez plutôt peut-être par rapport à ses écrits ou est-ce que c'est le candidat qui vous interpelle? Quels sont, entre guillemets, pour vous, les signes, avant-coureurs d'un éventuel, décrochage ou d'une baisse de motivation? Alors, il peut y avoir effectivement des éléments factuels tels que l'absence de production d'écrit, on va le dire comme ça. Mmh. Moi, je ne travaille qu'en visio. D'accord, Je ne fais que du face-à-face en visio. d'accord. Les accompagnements par entretien téléphonique ne sont pas ce qui correspond à ma manière d'accompagner et à ce qui me permet à moi d'incarner cette posture guidante et accompagnante. Donc j'ai aussi cette connaissance des candidats au travers des temps qu'on partage. Oui. C'est-à-dire que là aussi, quand on commence une vidéo, il y a toujours ces deux, trois petites minutes où on se demande comment ça va, ou parfois certains candidats, effectivement, au bout d'un certain temps, s'autorisent aussi à parler peut-être d'autres choses que simplement l'accompagnement VAE et comment j'écris, comment je fais pour montrer mes compétences. Ce qui me permet de prendre un petit peu la température et je pense que le lien concret permet aussi qu'ils puissent le dire. Ma seule observation n'est pas suffisante, donc je leur renvoie quand j'observe quelque chose. Je vois bien, par exemple, un candidat qui est dans un rythme avec une régularité dans les temps de travail ensemble, dans les écrits qu'il peut faire ou dans la manière, par exemple, dont il avance à rédiger une situation, puisque pour les VAE du médico-social et du social, on est sur le livret avec des situations. Donc comme ça, j'ai quelques indices que je peux repérer et qui, selon le niveau de relation que j'ai avec le candidat, soit vont pouvoir s'annoncer comme tels,
soit je vais être plus prudente. Je vais voir un petit peu comment le candidat se sent. Une des questions assez régulières à laquelle ils ont droit, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Comment Mhm. tu te sens là dans ton cheminement VAE? Pareil, parce que je leur présente toujours l'accompagnement qu'on va faire ensemble comme un chemin. Et un chemin, on va imaginer un chemin dans la campagne, hein, donc il va y avoir ça va être cabossé, il y a des moments où la terre va être bien humide, à certains moments, il va y avoir des barrières, puis on ne sait pas trop comment on va pouvoir les contourner. Et donc, je leur demande régulièrement où ils en sont sur ce chemin-là. Et on essaie D'accord. comme ça, à partir de ça, enfin voilà, je ne prends pas mes observations comme étant la vérité absolue. Euh, je, je travaille beaucoup sur ça, de ne pas interpréter ce que je vois. Un candidat qui n'aurait pas écrit, je ne vais pas tout de suite me dire, tiens, il décroche. Hmm. On le met dans l'échange. On cherche à comprendre ce qui a pu freiner. Et je cherche toujours à beaucoup dédramatiser. Certes, il y a toujours une contrainte de temps, mais je rappelle toujours aux candidats qu'ils ont une recevabilité qui est valable 3 ans. Et qu'à partir de là, ils ont un choix. Et donc, on énumère les choix possibles, les possibilités, en y joignant eh bien, les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, de tel ou tel choix. Et moi, je suis là, je suis à côté, j'accompagne, et j'avance à leur rythme quand on est dans des moments de blocage comme ceux-là. Mhm. Donc, vous devez quelque part trouver un juste milieu entre la bienveillance par rapport à la situation du candidat et peut-être les objectifs temporels qui se sont fixés. Est-ce que cette position, parfois, elle est difficile ou est-ce que vous arrivez quand même à trouver des leviers, des astuces pour rentrer, entre guillemets, dans les clous de ce que le candidat s'est fixé comme objectif, malgré ces temps voilà, où vous disiez, voilà, le chemin il est boueux, il y a un obstacle, une barrière, on va essayer d'y arriver ensemble. On décortique ensemble, parce que des solutions toutes préfaites, je pourrais en avoir 15 000. Mhm. Les yaka faucons, alors c'est pas du tout ma méthode, alors surtout Oui. pas. Donc à partir de là, on va peut-être adapter, enfin, on va voir avec le candidat, justement, si par exemple, on va pas réajuster les étapes qu'on s'était fixées. Par exemple, il m'arrive avec des candidats de procéder à l'écriture d'une situation step by step. On y Oui. va. Plutôt que de chercher à monter l'escalier en une seule fois, Mhm. on va considérer qu'il y a des paliers. Ce qui veut dire qu'après, là, je vais multiplier mes temps de présence, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je ne fonctionne qu'en visio. Oui. Et donc, je peux avoir des visios, parfois, qui ne vont durer qu'un quart d'heure. À d'autres moments, elle va durer 1 heure. Et j'ai pu remarquer que pour tous les candidats pour lesquels on avait réussi à identifier des freins, on sentait là que la motivation était moindre. Donc, du coup, l'engagement aussi était moindre. Oui. De proposer de peut-être se voir plus souvent, moins longtemps, en se fixant par exemple sur un temps, d'élaborer sur un point particulier. Oui. C'est pareil, moi dans ma fonction d'accompagnatrice, je ne me considère pas comme étant formatrice, donc je ne dispense pas des connaissances, mais par contre je ne me gêne pas pour partager des pistes, des concepts, et de prendre le temps d'échanger avec le candidat derrière ce concept-là. Oui. Je mets à leur disposition un drive dans lequel il y a plein de ressources que je sélectionne. Évidemment, je les incite à aller dedans, mais je ne les laisse pas non plus se dépatouiller tout seul avec un concept. Souvent, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose c'est un aspect qui pouvait freiner des candidats. Oui.
Ouais, des candidats qui peuvent dire, ben, moi je ne lis plus. Bon, puis quand je vois la taille des livres, au bout d'une page, je me rappelle même plus ce qui était écrit en haut. OK. Donc là, je vais aller chercher et je vais diversifier tous les apports au niveau des concepts Oui, pour essayer de retrouver une espèce de réconciliation avec l'envie d'aller lire, d'envie d'aller apprendre. Et je peux donc sur des temps d'accompagnement, on n'est pas sur de la production pure, on n'est pas sur l'écrit pur, mais on est sur tous les autres aspects qui vont servir à la VAE et qui vont servir aux professionnels à pouvoir prendre le recul, à venir conceptualiser. oui, Donc, quand je sens que la motivation baisse, bah, la méthode, c'est un petit peu de rapprocher les temps qu'on passe ensemble. Et là, du coup, je suis dans cette place où je suis un petit peu en dessous pour soutenir et un petit peu devant pour tirer, quoi, on va dire. oui. Donc un accompagnement, totalement personnalisé, comme vous disiez, où les séances sont pas forcément fixes et on s'était fixé 1 heure, donc on fait 1 heure, quoi. Absolument pas. D'accord. C'est la, c'est la règle de départ, hein. Les candidats, ils réservent leur rendez-vous sur mon agenda. Oui, Il y a un créneau fixé, je ne peux pas faire autrement, mais on ne se sert que du temps dont on a besoin. Et chaque séance va avoir, ce que j'appelle une séance, c'est un moment sur lequel on se retrouve pour travailler ensemble, peut avoir un objectif très très précis, aborder telle thématique ou continuer d'avancer dans l'écrit, par exemple. oui. Et est-ce que ça, cette double posture un peu accompagnatrice, formatrice, les candidats en ont conscience au début ou est-ce que peut-être ça vous est arrivé, je ne sais pas, un candidat qui vous dit, «Ben, moi je veux c'est une formation la VAE donc j'attends de vous» et qui se mettent en entre guillemets «en position d'étudiant», classique. Voilà, est-ce que cette chose-là vous est arrivée ou comme vous anticipez, il n'y a pas cette position-là? Alors j'anticipe et que le vocable utilisé a son importance. Alors, je suis très exigeante avec les candidats sur la qualité du vocabulaire utilisé. Bon, je Mmh. leur dis toujours, un livret 2, on n'écrit pas un Goncourt, hein, donc pas de panique. Je fais toujours référence à une candidate que j'ai accompagnée qui avait une écriture très très simple, mais d'une justesse incroyable. Oui. Donc, cette exigence qu'ils ont, bah, je l'applique aussi au départ et notamment quand je rencontre un candidat dans la pour l'étape de diagnostic et de la faisabilité, Mmh. bah, de poser aussi les bons termes et c'est quelque chose que je redis tout le temps, même par exemple, quand je communique sur les réseaux sociaux. La VAE, ça n'est pas une formation au sens de ce qu'on appelle la formation, c'est-à-dire, je suis un sac vide et je vais avoir en face de moi quelqu'un qui sait tout, qui va tout m'apprendre. Non. Par contre, il peut avoir un rôle un peu de catalyseur, quoi, d'agitateur, quand je commente leurs écrits et que dans un passage que je lis, pour moi, ça résonne avec un concept qui est un concept clé dans le métier visé, dans le petit commentaire, voilà, je les incite à aller voir tel auteur, ou leur dire voilà, ce qu'ils ont évoqué, ça résonne avec tel concept, et pour les amener à aller visiter ça. Et alors, c'est vrai que sur les évaluations que peuvent faire les candidats, ils apprécient beaucoup cet aspect-là. Mais Oui. moi, clairement, hein, je le dis, je le répète, je ne suis pas là en tant que formatrice. Je l'ai été Mmh. dans d'autres cadres, mais là, ce n'est vraiment pas ça. Je n'ai pas le temps, le format VAE ne le permet pas, Mmh. et que l'accompagnement à la VAE reste avant tout quelque chose d'individualisé, personnalisé. Alors, j'anime aussi parfois des séances qu'on appelle collectives, qui ont toute une thématique en lien avec les référentiels, quelque chose d'une posture professionnelle. Là encore, on n'est pas sur un modèle
on va vous faire une formation express en 2 heures, par exemple, sur les écrits professionnels ou sur ce que serait la posture dans la relation d'aide ou les lois dans tel ou tel domaine. Certes, on a notre casquette de formateur, donc on amène quand même quelques éléments de connaissance, mais on se sert du collectif comme un levier pour favoriser les échanges. Certains candidats, ça les rassure parce qu'ils voient que du coup, le questionnement qu'ils ont, c'est le même chez l'autre candidat. Et comment chacun, à partir de l'expérience qui est la sienne, de la connaissance qui est la sienne, peut aussi en faire profiter tout un collectif. Mmh. Ça, c'est aussi un des leviers que j'utilise Oui. qui a un effet assez positif. Chacun des candidats va en retirer quelque chose et en Mmh. amène quelque chose. Donc, on a un double levier, valorisation, etc. Et réassurance aussi, en voyant que le confrère ou la consoeur, il est dans le même état d'inquiétude, il a les mêmes questionnements, il a peut-être pas tout le vocabulaire un peu académique, et on va se nourrir de tout ça. Oui. Alors justement, côté, candidat, quand, vous accompagnez, que vous êtes en individuel et qu'il y a pas forcément la possibilité de faire du collectif, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez conseiller à votre candidat de dire, peut-être essayer de trouver, des personnes qui font aussi une VAE comme vous? Est-ce que ce sentiment de pas être seul, d'avoir les mêmes interrogations, c'est aussi un levier que vous pouvez utiliser dans votre accompagnement ou pas? Complètement. Et puis, justement, là, on vient de clore, Oui. pas dire une expérimentation, mais cette année, là, pour les temps de préparation à l'oral, Mmh. donc j'ai proposé un accompagnement hybride, donc tant des temps individuels que des temps collectifs. Oui. Et puis, donc, en constituant des groupes, donc de Mmh. 3 candidats avec moi. Et puis, il se trouve qu'il y a un des groupes où elles étaient 4 cette fois-ci. Eh bien, elles ont émis l'idée, à la suite d'un de ces temps-là, émis l'idée de constituer un groupe WhatsApp juste entre elles. Moi, j'ai simplement mis en route le groupe. Oui. Et puis elles se sont débrouillées toutes les 4, elles ont géré, on s'est mis d'accord sur le fait que je ne m'en mêlais pas, sauf si à un moment vraiment elles avaient une question et qu'elles n'hésitent pas. Mais et j'étais tout à l'heure avec une des candidates qui y a participé et elle me faisait un retour assez positif sur comment elles ont pu, s'entraîner à répondre aux questions, partager, heu, avec, un avantage, assez positif sur le fait que, en tant que candidate, elle pose des questions d'une autre façon que celle qu'un juré en pose. Oui. Donc, c'était un entraînement assez vécu positivement. Mmh. Mais voilà, Mmh. en fait, elles se sont emparées de ce que moi j'avais, proposé en termes de dynamique pour en faire quelque chose de personnel. Oui. D'accord. Donc s'appuyer sur cette force du collectif et du sentiment de ne pas être seul, Voilà. c'est un véritable atout. Complètement, tout à fait. J'en vois D'accord. automatiquement les effets, que ce soit sur les séances collectives qu'on peut proposer, sur les temps d'oral là j'ai proposé simplement moi aux personnes que j'accompagne. À chaque fois, je sens qu'il y a un effet réassurance, mais vraiment très opérationnel Oui, sur d'accord. tous. Mmh. D'où cette, enfin j'ai plein d'envie, moi, plein de projections par rapport au VAE collectif, quoi. Oui, oui, cette nouvelle possibilité qui est offerte, via France VAE, et qui est mise en avant. Tout à fait. OK. Et si, vos candidats, une fois qu'ils arrivent en fin de parcours, qu'est-ce que vous diriez qu'ils retiennent, de leur accompagnement à la VAE?
faudrait que on va objectiver, je vais m'appuyer sur les retours. En Mhm. fait, ils ont un questionnaire de satisfaction après. Oui. Alors, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils mettent en avant, donc c'est les partages des ressources que je peux leur proposer. Mhm. L'adaptabilité de l'accompagnement Oui. quand on est en individuel, et en plus, moi qui ne fais que de la VAE, à un moment de ma carrière, je faisais moitié VAE, moitié poste dans une structure, Mhm. alors que là, en fait, c'est une adaptabilité, je veux dire, quasi sans limite. Bien sûr, pas le dimanche, on est d'accord. Après 20h30, il n'y a plus personne au bout du téléphone non plus, etc., etc. Mhm. Donc, cette adaptabilité, ouais, je pense qu'effectivement, du coup, les candidats se sentent vraiment pris en compte dans leur singularité, dans leur individualité. Mhm. Cette possibilité de moduler aussi la régularité, le rythme, la durée des séances, de voir qu'une régularité qu'on se choisit au début peut à un moment être modulée, de ne pas sentir dans l'obligation de j'ai réservé 1 heure, donc il faut absolument que je fasse 1 heure. Hein, qu'est-ce que. Non, c'est autant d'éléments, je trouve, qui concourent à venir rassurer le parcours. Oui. Je veux dire comme ça, à sécuriser Mhm. aussi un petit peu le parcours. Oui. Donc ça, ils apprécient ça. Les propositions du collectif aussi. Ils apprécient ce côté aussi partage avec d'autres professionnels. Je pourrais dire que ce seraient les 3 points qui ressortent majoritairement des accompagnements que je peux leur proposer. D'accord. Mhm. Et alors, si maintenant on prend votre côté à vous en tant qu'accompagnatrice, quand des candidats arrivent en fin de parcours et que voilà, le chemin n'a pas forcément été linéaire, qu'il y a pu avoir des embûches, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait finalement d'accompagner ces candidats en fin de parcours? Vous parlez des candidats pour lesquels le parcours n'a pas abouti à une validation complète. Bah, peu importe finalement, peu importe l'issue, quand voilà, c'est le moment du jury ou peut-être les candidats reviennent vers vous après la décision du jury et que vous vous dites: «Bah, ce candidat-là, si je reprends tout son parcours depuis le début jusqu'à aujourd'hui», qu'est-ce que vous vous dites souvent? Ce qui m'est arrivé de me dire, ça a été, est-ce qu'il fallait jouer la carte de la particularité et de la typicité du candidat? D'accord. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnalités Mmh. très, très marquées. Oui. Et là, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui, je trouve, est essentiel, et notamment dans les métiers du social et de l'éducatif. C'est vrai que j'ai vu 2 candidates ne pas valider, dont une ne rien valider du tout. Mmh. Oh! Alors là, et inévitablement, quand il n'y a pas une validation totale, ça m'oblige à aller regarder. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'accompagnement à côté duquel on est passé? Je viens toujours, dans cette non-réussite, m'associer au candidat en amenant cette notion-là. Oui. Je refuse de dire que c'est simplement parce que le candidat, il s'est foiré à l'oral. Mmh. Ça arrive, hein, mais j'ai vu aussi une candidate se foirer à l'oral et tout valider, parce que son livret était hyper costaud. Oui. Et quand elle m'a raconté son oral, effectivement, c'était loin d'être brillantissime. C'était très en décalage avec ce que cette candidate, elle avait dans le sac. Mmh. Et pour autant, elle a validé. Donc, une non-validation, ça n'est pas simplement que le candidat n'a pas fait le taf à l'oral, ça n'est pas simplement parce que le jury était déconnant, Mmh. parce que ça, à chaque fois que les candidats me contactent, alors j'ai le droit aux appels, hein, sortie d'oral, etc., etc. Puis après, une fois qu'on a le résultat, donc les doléances, hein, quant au jury pas bienveillant, mais ils m'ont posé des questions sur des domaines que je connaissais pas, etc., etc.
Donc, c'est pareil, la non-réussite, ça ne tient pas qu'à ça. Donc, je viens toujours interroger, moi, voilà, comment est-ce qu'on a construit le livret? Est-ce qu'à un moment, peut-être, j'ai pu laisser partir le candidat sur une posture tellement particulière qu'il aurait eu du mal à la défendre? Oui. Je trouve que c'est plus des choses comme ça que de compétences pures. Parce que j'explique toujours aux candidats que quand je lis leur livret, je ne suis plus travailleur social. Mhm. Je suis accompagnatrice VAE et je n'ai qu'un prisme, c'est le référentiel. Donc, Oui. je n'ai fait comme ça, je suis monotache, hein. J'ai le référentiel à côté, je coche Mm. les indicateurs, les compétences et je coche, je fais des croix. Donc, je m'assure que le candidat parte à l'oral avec le maximum de cocher. Ou quand un candidat part et qu'on a identifié des manques ensemble, on se le dit. Oui. Mm. On se le dit. D'accord. Et en tout cas, voilà, quand c'est comme ça, alors je veux dire, quand ça marche bien, c'est vrai qu'on a un peu moins tendance à aller revisiter le parcours, peut-être à tort. Puis en même temps, on est pris dans le truc, hein, on a les autres candidats, etc. Mais je prends beaucoup plus de temps, effectivement, à m'arrêter sur quand le résultat escompté, c'est-à-dire la validation totale, n'a pas été obtenu. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas oublié un truc? Est-ce qu'à un moment, moi, j'ai mal évalué peut-être quelque chose? Voilà. Oui. Et on vient réinterroger ça avec le candidat. Mhm. Je pense que c'est nécessaire, notamment si le candidat souhaite qu'on continue ensemble. Oui. Je pense. Oui. Dans- Effectivement. L'engagement, à mon avis, il est aux deux niveaux, quoi. Oui. Oui. Voilà, je ne sais Et pas si alors, ça répond à votre question. Enfin, si, tout à fait. c'était assez précis. Oui, mais c'est bien d'illustrer justement par des exemples, ça c'est plus vivant pour les personnes, ben, qui s'interrogent peut-être sur un parcours VAE ou qui sont peut-être dans une phase de questionnement en se disant: «Est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans? Est-ce que» voilà, les phases de Je, découragement ouais, existent, et peut-être que ce podcast peut aider à se dire, «Bon, ben, je continue, j'y vais». Hem, ouais, vraiment, c'est enfin, j'utilise d'énormément de métaphores, hein. Quand il faut aller choisir les situations, voilà, je leur dis, bah, imaginez que vous rentrez dans cette pièce, on peut avoir comme ça une pièce dans la maison où on range les choses en se disant ça va peut-être servir, bon, je le garde parce que je l'aime tellement. Puis un jour, on rentre dans cette pièce et sur la même étagère, on va trouver la combinaison de ski, on va trouver une photo qui date de je sais pas quand, puis on va peut-être trouver un dernier jeu là qu'on a rangé. Donc on a entassé tout ça et c'est pas rangé. Et donc l'expérience professionnelle, c'est la même chose. On la range dans une pièce où c'est les ressentis, les souvenirs, négatifs ou positifs. Et puis là, on va rentrer dans cette pièce-là, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre et classer ça en domaine de compétences, etc., etc. Ce qu'on n'a jamais fait de sa vie. mais oui. Et parce que encore une fois, un candidat qui dit je veux faire la VAE, parce que je veux obtenir mon DE, ok. Il a bien l'objectif final. Il voit où il est, il voit où il doit arriver. Mais alors l'entre-deux, Mmh. et alors j'utilise jamais l'image du labyrinthe parce que c'est un truc dans lequel on se perd et même des fois c'est usant, mais comme ça, hein, de métaphores, donc du chemin, de la pièce où on va rentrer. Et puis pareil, quand on part dans la rédaction des situations, je leur parle souvent du roadbook. Vous voulez partir très loin, comment vous faites? Vous montez dans Mmh. votre voiture et vous partez comme ça, puis à un moment, vous allez arriver, un chemin à droite, un chemin à gauche. Oh, je prends celui de droite parce que c'est joli. Puis au bout de 3 kilomètres, vous faites demi-tour parce que c'était pas le bon chemin. Ou alors on prépare son voyage et on met des étapes. Hop, hop, hop. Donc, Oui, je crois qu'on ce a vraiment cheminement par besoin, étapes, ouais. c'est ça, je crois qu'on a vraiment besoin en tant qu'accompagnateur aussi parfois de mettre des images très concrètes. En tout cas, moi, je trouve que c'est ce qui opère le mieux et qui amène des repères dans cette
dans ce parcours dans lequel on veut s'engager et qui est semé d'interrogations, de moments d'instabilité. J'aime alors répéter, alors, avec certains candidats, je le dis avec ça, bienvenue, ça y est, t'es dedans. Ces candidats, des fois, qui m'appellent, mais là, je suis complètement larguée, je vois plus rien, je vois plus clair, mais ça se trouve, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai pas les compétences, etc., etc. Et là, je viens leur imager aussi un petit peu ce qu'on connaît bien en formation. J'arrive en formation, je suis persuadée que je sais, et tout d'un coup, j'ai en face de moi un formateur qui m'amène dans des zones que je connais pas. Et alors là, je me sens déstabilisée. Je n'hésite pas à leur partager ma propre expérience quand j'ai fait ma formation de formatrice. Mhm. Ou à un moment, là, au bout de 2, 3 semaines de formation, je me dis, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Est-ce que j'ai bien fait? J'hésite pas non plus à partager des choses comme ça qui sont de mon vécu. Évidemment, je ne parle pas de mon chien, de mon chat ou de mon poisson rouge, hein, ça n'a rien à voir. Ça, c'est accessoire. Mais j'insiste beaucoup aussi sur ce chemin qui voilà, va être semé d'interrogations, de moments instables, mais en amenant vite aussi toute la richesse que ça va avoir. Oui. Alors effectivement, ce long chemin qui peut paraître long, si, qui peut paraître aussi plein d'obstacles, mais au final, si on se fait accompagner, qu'on pose des étapes pour avancer plus sereinement, est un réel parcours, agréable et de cheminement, peut-être professionnel, mais pas que, aussi une transformation, personnelle, au bout de au bout du chemin. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que renvoient les candidats que j'accompagne, et notamment dans les livrets, et comme beaucoup d'accompagnateurs, je les incite à rédiger une conclusion. Où là, je leur dis, mais c'est pas la conclusion de ton livret, à la rigueur, on n'en a pas grand-chose à faire, parce que tu as tout dit dedans. Mais par contre, est-ce que tu aurais envie de partager au jury quelque chose de ce chemin justement que tu as parcouru? Tu rappelles-toi, quand tu as commencé à rédiger le livret, tu as rédigé tes motivations, ça c'est ton état un petit peu à l'entrée. Et puis bah, tu as présenté là où les structures, tu as été visiter tes situations, tu t'es interrogé, tu as peut-être remis en cause des choses ou re-questionné. Eh bien, cette conclusion, si c'était un petit peu qui je suis aujourd'hui. Mais à ce moment, au moment T, ça fixe rien dans le marbre. Et, et très souvent, ils vont là-dessus, sur ce cheminement, cette démarche VAE est venue provoquer quelque chose. Et là, dans les conclusions, il n'y en a pas un seul qui parle de l'obtention de la certification. Je, je leur dis toujours, elle vous appartient. Il n'y a pas de grille. Seule chose à laquelle je veille, c'est qu'ils ne mettent pas un truc peau de banane dans la dernière page, ce serait trop dommage. Je dis, voilà, ça, c'est ce que toi, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu as envie de mettre des mots un petit peu là-dessus et le partager avec le jury? Et autant dans les motivations, ils sont tous dans obtenir une certification, autant dans cette partie conclusion, il n'y en a pas un qui la nomme. Mmh. Et je trouve que c'est assez satisfaisant et agréable de lire ça, puisque là, ça vient confirmer que la démarche VAE va venir agir et va venir activer quelque chose du côté de la professionnalité, et qui va être ce mélange entre euh, moi, le professionnel, et l'identité qui est la mienne. Et avec un sentiment aussi que là, ils ont et beaucoup le disent, c'est comme si la démarche avait relancé la machine, quoi, Oui. et redonné un second souffle, ce qui fait que certains annoncent que ils démissionnent pour trouver une autre structure. Ils se sauvent. Bien, ça. Donc, en tout cas, ils se projettent à nouveau
Et ça aussi, je pense que la VAE peut être un formidable outil quand on se questionne sur qu'est-ce que je fais dans ce métier. Dans le social et le médico-social, on a souvent ça. Hein. Ben non, je suis pas faite pour ça. J'en ai marre de toutes ces lois qui changent, les méthodes de management, etc., etc. Ouais, ok. Ils arrivent avec ça, et à la fin, en fait, ils repartent avec une approche aussi différente de tout ça. Et avec, je trouve, une posture qui n'est plus celle de subir. Le constat reste le même. On est dans des milieux, je parle que du mien, je ne connais pas d'autres milieux, mais je veux dire que nous, on a l'exclusivité. Hein. Ils restent quand même conscients du milieu dans lequel ils sont. Et je trouve qu'il y en a une approche et une appréhension complètement différentes. Comme si, quelque part, la démarche de VAE permettait aussi, ça va parler à tous les éducateurs ou tous les travailleurs sociaux, eh bien, on était à nouveau acteur de sa vie professionnelle, il me semble. Oui. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin. Merci. Je vous en prie. Merci Delphine Delosier pour cet échange riche et inspirant. Si vous aussi vous accompagnez des candidats à la VAE et souhaitez partager votre expérience ou vos astuces, n'hésitez pas à me contacter. Le lien vers le formulaire est dans la description. Et si vous êtes candidat ou concerné par la VAE, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, vos idées de thèmes pour les prochains épisodes. Si cet échange vous a plu, pensez à vous abonner et à en parler autour de vous. C'est la meilleure façon d'aider le podcast à grandir et à faire connaître la VAE autrement. La VAE, c'est votre expérience qui devient diplôme.